Bonjour et bienvenue dans ce second cours d'histoire des pays d'Europe centrale et orientale au XXe siècle, consacré cette fois-ci au traité de paix. Alors on a vu, je vous le rappelle, la dernière fois, ce qu'était cet espace centre-européen, qu'il était avant tout issu de grands empires, notamment d'un très vieil empire, Saint-Empire romain germanique, Empire d'Autriche-Hongrie ensuite, dirigé par un très très vieux monarque qui était l'empereur François-Joseph, mort en 1916, avec un éphémère successeur, son petit-neveu, l'empereur Charles, et que tout cela avec leurs alliés, les puissances centrales, donc évidemment l'Empire allemand, beaucoup plus jeune, l'Empire ottoman, la petite Bulgarie, tous ces empires, tous ces États sont vaincus en 1918 et vont être dissous ou profondément transformés. Celui qui va totalement disparaître, et vous l'avez bien compris, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'Empire d'Autriche-Hongrie qui, dès 1918, on l'a vu la dernière fois, s'auto-dissout de lui-même, des révolutions éclatent partout dans les empires, mais vaincus, mais aussi et surtout à Vienne et à Budapest. Et ça va être donc la naissance d'une République d'Autriche, d'une République de Hongrie, qui font partie des États successeurs, avec la République de Weimar et l'Empire ottoman et un nouveau royaume parlementaire bulgare qui vont signer les fameux traités de paix, d'abord les armistices, on l'a vu la dernière fois, et ensuite donc les fameux traités de paix que l'on va voir aujourd'hui, ces traités de paix qui restent tout à fait, si je puis dire, emblématiques dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de conflits mondiaux qui se sont réglés par des traités de paix. La Seconde Guerre mondiale, ce sont des capitulations, capitulation d'Allemagne, capitulation du Japon par exemple. Dans le cas de la guerre de 14-18, on a des traités de paix. On en a eu bien sûr avant dans l'histoire, on en a eu d'autres aussi à travers l'histoire depuis, bien sûr, mais ceux-ci sont tout à fait exemplaires dans la mesure où, vous allez le voir, ils veulent vraiment établir, façonner un monde nouveau. Donc, nous avons donc un plan assez linéaire et assez simple que je vous ai envoyé en 3 parties, 2 années pour régler la paix du monde. On va voir l'ouverture de cette fameuse conférence qui d'ailleurs se tiendra, conférence de la paix, qui va se tenir en dehors de Paris pour des raisons logistiques que j'expliquerai, la conférence donc de Versailles, la conférence de la paix, la chronologie de ces fameux traités entre 1919 et 1921, date extrême, puisque ce sera le dernier, l'ultime série de traités qui vont concerner la fin de l'Empire ottoman et la naissance de la Turquie. Et puis, évidemment, les principaux acteurs de ces traités, c'est important de voir qui ils sont. On l'a un peu esquissé déjà la semaine précédente. On verra aussi ce qu'est un traité de paix, je vous en donnerai la définition, deuxième partie, on verra comment on a tenté de régler les différentes affaires de l'Europe centrale, de cette nouvelle Europe centrale, avec les traités de Versailles, de Trianon, de Saint-Germain. On verra également le cas des problèmes dans les Balkans, on esquissera aussi un peu le cas du Moyen-Orient, parce que même si c'est en dehors de notre zone, c'est une des conséquences quand même de ces fameux traités. Puis on verra, troisième et dernière partie, la naissance d'une nouvelle Europe. Cette nouvelle Europe qui va naître, et surtout l'Europe centrale, qui nous intéresse, nous, bien sûr, à partir de 1920, avec les principaux problèmes qui vont apparaître, les défis que vont devoir relever les alliés pour maintenir ce système de la paix de Versailles, et les principaux problèmes dont, je l'annonce tout de suite, bien sûr, le cas des minorités. C'est-à-dire qu'effectivement, je consacrerai dans l'approche de la séance suivante une séance entière consacrée aux minorités, car, retenez-le dès à présent, un des principaux problèmes de ces traités de paix, c'est la question des minorités. En effet, les nouvelles frontières, on le verra en détail tout à l'heure, qui vont être dessinées, vont progressivement faire apparaître en fait des soucis de minorités nouvelles, de minorités souvent issues des anciens empires, et qui vont profondément, il faut bien le comprendre tout de suite, déstabiliser cette nouvel ordre de Versailles qui naît après 1920. Ce sera
d'ailleurs un des leviers qu'utilisera Hitler pour notamment comment dire, remettre en cause cet ordre et asseoir son pouvoir de révision des traités de paix qui, comme vous le savez, mènera 20 ans plus tard à la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, c'est ce que nous allons voir dans les séances à venir, mais cette question des traités de paix est extrêmement importante parce que c'est la clé, en fait, pour comprendre tout ce qui va se passer ensuite. Petite bibliographie que je vous ai donnée. Je vous recommande quand même dans ces petites orientations, dans la bibliographie générale que vous avez reçue, les ouvrages que j'ai surlignés en caractère gras sont vraiment importants. Vous pouvez les consulter en bibliothèque, les commander. Ils sont souvent en poche, donc c'est tout à fait faisable. Quelques orientations que je donne à chaque fois pour chaque cours. Comme j'ai tendance à le dire, c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Jean-Baptiste Durosel est un des historiens fondateurs de l'école française de l'histoire des relations internationales avec Pierre Renouvin, et son histoire diplomatique de 1919 à nos jours reste quand même un must pour comprendre l'histoire de la région. Là, c'est une version un peu ancienne de 88, il est régulièrement réédité, vous le trouverez en poche, très facile, très très bon ouvrage, surtout sur la période de l'entre-deux-guerres qu'on voit dans les séances suivantes. François Feuilleteux, je vous le prononce à la hongroise, c'est écrit Festó. François Festó, qui est-ce? C'est un hongrois, c'était un journaliste en fait du journal Le Monde, correspondant du Monde, notamment lors des fameux événements tragiques de 1956 à Budapest, qu'on aura l'occasion de voir, et puis écrivain, journaliste, qui a écrit ce qu'on a appelé le Requiem pour un empire défunt, qui est un ouvrage qui raconte en fait tout ce que je suis en train de vous raconter sur cette période de la fin de l'Autriche-Hongrie et la naissance de la nouvelle Europe centrale. C'est une grande référence, un ouvrage assez bien écrit que vous pouvez, évidemment consulter, qui est un peu de parti pris, je vous avertis à l'avance, mais vous pouvez le lire tout à fait librement, c'est une bonne source, François Feuilleteux, aussi comme témoin dans d'autres ouvrages qu'il a écrits plus tard sur la période de 1956. D'autres ouvrages, Eric Hobsbawm sur l'âge des extrêmes, le court XXe siècle, l'histoire des relations internationales de Renouvin, je l'ai déjà évoqué. Donc ce sont de bons ouvrages. Et puis je vous ai mis, bien sûr, comme je le fais d'habitude, et que maintenant vous en prendrez, j'espère, l'habitude de bien regarder le document envoyé jusqu'au bout, avec deux cartes, une que vous connaissez bien sûr, qui est l'ancienne Europe des empires, dont on a parlé la dernière fois. Vous voyez justement toutes les petites nationalités de l'Autriche-Hongrie dans cette carte du haut, où justement, comme par hasard, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien, on va retrouver la naissance des nouveaux États, les Tchèques et les Slovaques ensemble dans une Tchécoslovaquie, etc. Je vous l'avais déjà évoqué, on va le revoir en détail, bien sûr, ici. Et puis en dessous, vous avez la carte, la fameuse carte de l'Europe centrale, qui, à peu de choses près, si on retirait le royaume des Serbes croates et slovènes, c'est-à-dire la Yougoslavie, à peu de choses près, ressemble à s'y méprendre à l'Europe centrale que nous connaissons encore aujourd'hui. Je vous invite à bien regarder ces cartes. Ces cartes sont très importantes, car si vous avez surtout la chance de bien pouvoir les mémoriser, elles vous seront fort utiles, notamment quand vous aurez à répondre au choix de questions pour le partiel. Bien sûr, j'aurai l'occasion de redonner des détails sur ce contrôle des connaissances à la fin de ce semestre. Donc on y va, on se jette dans le bain, deuxième cours, donc les traités de paix. Alors, ces traités de paix, je vous le rappelle, sont vraiment une grande œuvre, une œuvre qui va avoir lieu parce que, tout simplement, en 1918-1919, on veut avant tout mettre la guerre hors la loi. On ne veut plus revoir ça. C'est l'argument numéro 1, vraiment, des puissances vainqueurs occidentales, États-Unis, France, Grande-Bretagne, ne plus revoir une telle hécatombe. Je vous rappelle les chiffres, on a vu ensemble la dernière fois, ces chiffres tout à fait terrifiants pour l'époque, évidemment aujourd'hui à relativiser, mais par rapport à l'époque dans laquelle nous étions en 1918-1920, on n'avait jamais vu ça. Même les guerres napoléoniennes, un siècle auparavant, n'avaient pas fait autant de morts. Et une Europe complètement détruite en ruine, on veut reconstruire et mettre la guerre hors la loi pour toujours. Et ça, c'est le grand principe des États-Unis. Faut savoir que le président Wilson,
hein, donc États-Unis qui rentre dans la guerre en 1917, va faire le voyage, hein, en paquebot. Il n'y a pas d'avion à l'époque suffisamment puissant pour franchir l'Atlantique, hein, en tout cas pas encore. Et Wilson donc prend un des transatlantiques disponibles, comment dire, sur la côte des États-Unis et se rend en voyage officiel en Europe, en France. Hein. Il arrive à Cherbourg avec une foule qui l'acclame. Hein. Les États-Unis sont évidemment le levier qui a permis d'obtenir la victoire en 1918. Rappelez-vous, notamment financièrement, mais aussi militairement, très important. Si les États-Unis n'étaient pas rentrés dans le conflit, la guerre aurait certainement duré encore très longtemps. Et donc Wilson arrive là avec deux grands principes. D'abord que l'on crée une société des nations, c'est-à-dire une organisation internationale, avec qui va rendre la guerre hors la loi, qui s'appellera la Société des Nations, qui aura son siège à Genève. Et puis le deuxième principe, c'est que cette nouvelle Europe qu'on va reconstruire, c'est vraiment l'Europe centrale, on va la construire sur la base numéro 1 issue, si je puis dire, du mouvement des nationalités de 1848, rappelez-vous, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Wilson va faire publier par son administration 14 points essentiels que les États-Unis souhaitent voir désormais qui doivent prévaloir, si vous voulez, à la signature de tout traité de paix. Sachez que le pacte de la SDN figure en préambule de tous les traités de paix que l'on va voir aujourd'hui. C'est extrêmement important de le rappeler. Et notamment, dans ces fameux points, il y a la création, donc, effectivement, d'une société des nations, rendre la guerre hors la loi, et le deuxième, le plus important qu'on doit retenir aussi, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et vous comprenez bien que les nationalités de l'Empire d'Autriche-Hongrie sont immédiatement visées, c'est-à-dire que ce sont ces nationalités-là qui vont obtenir satisfaction et qu'on va leur donner, en effet, la possibilité de créer un État ou de se constituer dans des États agrandis ou totalement nouveaux. Rappelez-vous le cas notamment de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, ce sont des États nouveaux. La Roumanie sera un État agrandi, la Pologne un État reconstitué, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais tous ces États reconfigurés ou créés le sont au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est tout à fait fondamental, c'est une idée tout à fait neuve, une idée révolutionnaire en 1848, bien sûr, mais là, elle est désormais concrétisée dans le droit. Et c'est ça aussi la chose à retenir, c'est que désormais, on veut que les relations internationales, désormais, privilégient le droit sur la force. Ça, c'est extrêmement important, puisque jusqu'à présent, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, bien avant encore, on a toujours eu des alliances militaires où c'était la force qui devait prévaloir sur le droit. On retrouve timidement dans le traité notamment de la conférence de Vienne en 1814-1815, dans ce fameux congrès de Vienne, déjà une esquisse un peu de cette idée d'un droit international qui va primer sur la force. Mais rapidement, et vous le savez bien, le 19e siècle va voir un retour aux alliances militaires. Là, en 1918-1919, on est dans du nouveau. Vraiment, désormais, le droit va désormais prévaloir. Il y a une cour internationale qui va exister, également avec la SDN. On a un peu une préfiguration de ce monde de l'après-45, que l'on connaît encore aujourd'hui avec l'ONU et les différentes cours pénales internationales. Et bien déjà à cette époque-là, on fait une première tentative de construction de ce nouveau droit international. C'est extrêmement important et c'est pour ça que Wilson vient en Europe, vient en France et vient à Versailles pour le congrès de la paix, pour la conférence de la paix, pour le dire et l'affirmer clairement auprès des alliés vainqueurs, auprès des Italiens, des Britanniques et des Français, bien sûr, on le verra. Alors cette conférence de la paix va s'ouvrir, l'ouverture de la conférence de Versailles, la conférence de la paix, elle va durer un an, de janvier 1919 à janvier 1920. Pourquoi est-elle à Versailles? On aurait pu la faire à Paris, ça, non, elle est à Versailles, pour une raison très simple de logistique, de logement notamment des différentes délégations. Il y a un nombre considérable
de nations qui vont se réunir, hein, Versailles, 27 nations quand même, c'est important, hein. C'est du jamais vu, hein, bien sûr, peut-être au congrès de Vienne, un siècle avant, mais encore, c'était très différent. Et puis, pourquoi Versailles? Bah, simplement pour loger toutes ces délégations, bien sûr, et sachez-le aussi, ne soyons pas naïfs, pour aussi mieux les surveiller. Hein, c'est plus pratique pour les services de renseignement de l'État qui accueille la France, hein, notamment l'enseignement militaire, et bien de surveiller ces délégations, d'essayer de savoir un peu ce qu'ils se disent, etc., notamment pour les pays vaincus. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les archives, bien sûr, du ministère de la Guerre. Donc, cette conférence de la paix va donc réunir, évidemment, les grands vainqueurs. Alors, ces grands vainqueurs, je vous les redonne, on va en reparler un peu tout à l'heure. Pour la France, c'est Georges Clemenceau, président du Conseil. Je vous rappelle que le président de la République est Poincaré, hein, Raymond Poincaré, personnage dont on reparlera d'ailleurs plus tard, hein, un Lorrain emblématique, hein, la Lorraine et l'Alsace, c'était les provinces perdues en 1870, récupérées en 1918, hein, Clemenceau, qui revient aux affaires en 1917 comme président du Conseil, notamment pour mater les fameuses révoltes, hein, d'insoumission de militaires, hein, qui ont lieu à cette époque-là. Il les matera avec succès. Clemenceau est considéré vraiment comme le grand vainqueur de la guerre. On l'appelle, hein, le père la victoire. Hein. Vous verrez dans les petites illustrations que je vous donnerai quelques images représentant ce père la victoire, y compris aussi un chant qui a été créé à cette occasion. Clemenceau est comment dire, bénéficie d'un honneur voté par l'Assemblée des députés, hein, qui indique qu'il a bien mérité de la nation, etc. Il est acclamé, un standing ovation, dirions-nous aujourd'hui, par toute la Chambre, hein, des députés après l'armistice du 11 novembre 1918. C'est une gloire immense. C'est un homme extrêmement âgé, Clemenceau, à cette époque-là. Un homme du passé, pourtant, un homme qui a fait toute sa vie politique dans les premiers temps de la Troisième République. Mais néanmoins, c'est lui, c'est le père de la victoire, c'est lui qui a enduré le conflit, c'est lui l'image qui accueille et qui reçoit les délégations à Versailles. Bien sûr, Clemenceau n'est pas seul. Autre grand vainqueur, bien sûr, ce sont les Britanniques à nos côtés, avec le Premier ministre David Lloyd George, auquel on ajoutera le président du Conseil italien, Victor Emmanuel Orlando. Alors attention, hein, c'est Victor Emmanuel, c'est son prénom, son nom de famille c'est Orlando. Et puis le président des États-Unis, donc qui est venu spécialement, hein, avec tout son nouveau programme si idéaliste, mais pourtant oui, nous sommes dans des temps idéalistes en 1918-1919. Hein, n'oubliez pas que la guerre de 14-18 à cette époque-là, on va l'appeler la guerre du droit, hein, c'est-à-dire des peuples attaqués, comment dire, tout à fait illégalement, hein, des peuples hors la loi. Hein, l'Allemagne sera mise hors la loi, hein, avec le traité de Versailles, considérée comme principale instigatrice, hein, de la guerre de 14-18. Hein, et c'est pour ça qu'elle sera condamnée à de lourdes réparations, on va en parler. Hein. Donc, Wilson, bien sûr, pour les États-Unis. Ce sont les quatre grands. Hein. Bon, rappelez-vous, bien sûr, 1945, si on peut faire un parallèle, hein, pour ceux qui ont plus de souvenirs sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Hein, 1945, c'est Staline, Truman et puis évidemment Roosevelt avant, hein, et évidemment Churchill. Hein. Bon, bah là, c'est l'équivalent, si vous voulez, des grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Alors, la conférence est ouverte le 18 janvier 1919. 27 nations donc se retrouvent à Versailles. Et comme je vous l'ai dit, le président Wilson, en commun accord bien sûr avec les alliés, hein, demande bien sûr à ce que tous les travaux qui vont avoir lieu le soient sous l'aune de ce point extrêmement important, hein, de l'autodétermination des peuples, hein, ce point important figurant dans les 14 points. Hein, et que donc, bien sûr, la dissolution, hein, des empires, et notamment de l'Autriche-Hongrie, dissolution de fait, hein, pour l'Autriche-Hongrie, se fasse bien sûr sur ces points-là. Bien sûr aussi dans le cas de l'Allemagne, hein, l'Empire allemand
cesse d'exister, évidemment, puisque Guillaume II prend la fuite en novembre 1918, et qu'une république est proclamée à Weimar, une république chaotique, parce que l'Allemagne, croyez-moi, de novembre 1918, du début 1919, c'est pas la joie. Pays vaincu, insurrection communiste un peu partout, notamment à Berlin, notamment à Munich, qui seront réprimés dans le sang, mais la situation de l'Allemagne est très très mauvaise, catastrophique même, en cette sortie de Première Guerre mondiale. Mais néanmoins, il y a là un gouvernement provisoire allemand, et qui va donc envoyer ses plénipotentiaires à Versailles pour signer évidemment le premier des fameux traités, avec les puissances vainqueurs. Et là aussi, bien sûr, ce traité de Versailles, bien sûr pour l'Allemagne, sera aussi au nom des 14 points de Wilson et de l'autodétermination des peuples. C'est vrai que l'Allemagne va garder à peu près son intégrité territoriale, mais elle va perdre des territoires. Elle va en perdre quand même un certain nombre, notamment à la faveur de la création de la Pologne, par exemple, de la recréation de la Pologne, notamment à la faveur de la création de la fameuse Tchécoslovaquie. Tous ces territoires-là étaient sous contrôle de l'Empire allemand, aussi de l'Autriche-Hongrie, et donc il ne faut pas oublier, il n'y a pas que l'Autriche-Hongrie qui est dépecée, il y a aussi l'Autriche et la Hongrie, et donc l'Allemagne. Ne pas toujours se focaliser sur les mêmes choses. Puis donc, avant cette ouverture, donc, bien sûr, c'est la création de la fameuse Société des Nations, la SDN, qui va exister jusque la fin des années 30. Elle sera de toute façon remplacée officiellement, vous le savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'ONU. Mais disons que la période active, si vous voulez, sur le plan international de la Société des Nations, ça va être évidemment la période des années 20. On y consacrera largement une partie du cours dans les semaines qui viennent. Ces fameux traités vont être signés à partir du moment où évidemment la conférence ouvre ses travaux. Alors le premier, la seconde partie du Grand 1, chronologie commentée des traités de paix. Le premier de ces traités, c'est le traité de Versailles. Traité de Versailles, signé à Versailles, évidemment, tout son nom, signé le 28 juin 1919. Rappelez-vous, du mois de juin 14, la grande symbolique est là aussi. Donc, vous voyez, les travaux ouvrent en janvier, donc il faut 6 mois à peu près pour que on puisse, que les plénipotentiaires, les diplomates accouchent, si je puis dire, d'un premier traité de paix. Traité de paix, avec l'Allemagne, très dur. Effectivement, l'Allemagne est considérée, et vous vous souvenez du cours de la semaine dernière, peut-être n'était-ce pas vraiment tout à fait de sa faute à l'Allemagne, n'est-ce pas, l'Autriche-Hongrie qui a entraîné dans le conflit avec son aventure balkanique, si je puis dire, d'agresser la Serbie suite à l'assassinat qui a eu lieu dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo en 14, mais bon, l'Allemagne était quand même extrêmement belliqueuse, extrêmement militarisée, et les intentions de Guillaume II étaient quand même très claires, il y avait vraiment une tension très forte, et donc le traité de Versailles va sanctionner très sévèrement l'Allemagne. Sanction très sévère, d'autant plus que l'Allemagne est considérée, ni plus ni moins, que comme la principale responsable de la Première Guerre mondiale. C'est le fameux article 231 du traité de Versailles, qui va donc considérer que l'Allemagne est la principale responsable, qu'elle devra payer de lourdes réparations de guerre, qui ne sont pas fixées tout de suite, et on en parlera dans les séances suivantes. Elles vont être fixées au début des années 20, le paiement de ces réparations, absolument gigantesque, et que bien sûr l'Allemagne, grand point de tension des années 20, ne sera pas capable de payer, vous l'avez bien compris. C'est déjà un des futurs premiers problèmes, ces réparations de guerre particulièrement sévères. On les chiffre, théoriquement, la presse de l'époque, bien sûr, même si le chiffre n'est pas complètement arrêté, à 269 milliards de mark or. Ne cherchez pas à savoir
à quoi peut correspondre 269 milliards de marques or, ou 400 000, ça vaut à peu près 400 milliards de francs or de l'époque. C'est tout à fait considérable. Ce sont même dans une conversion hypothétique en euros qu'on pourrait faire, ce sont des sommes évidemment gigantesques, totalement impossibles, vu l'état évidemment en ruine de l'Allemagne, tout autant que bien sûr les pays occidentaux, dont la France. Autre point de ce fameux traité de Versailles, donc signé le 28 juin 1919, l'armée est réduite à 100 000 hommes, donc on réduit l'armée allemande, bien sûr, l'armée allemande, cette Allemagne dont le noyau constitutif était quand même la Prusse militariste, la Prusse des casernes, eh bien, rappelez-vous, au XVIIIe siècle, le fameux roi sergent, etc. Bah oui, là, la Prusse, donc on attaque le militarisme allemand, et donc réduction de l'armée à 100 000 hommes. Perte des colonies, toutes les colonies allemandes, bah oui, il y avait la rivalité coloniale, rappelez-vous, les quelques colonies que l'Allemagne avait pu récupérer au XIXe siècle vont être réparties entre les vainqueurs, essentiellement d'ailleurs les franco-britanniques. Et puis donc on a cet article 231, l'Allemagne principale responsable, un chiffrage théorique, mais pas encore définitif, totalement, comment dire, quasi irréaliste, ou à peu de choses près. Et puis, Clémenceau avait insisté là-dessus, c'est très important, parce qu'on en reparlera plus tard. La rive gauche du Rhin, c'est-à-dire une région que l'on appelle la Rhénanie, si vous regardez la frontière entre la France et l'Allemagne à l'est, c'est évidemment le Rhin fait la frontière, et cette région qu'on appelle la Rhénanie, Clémenceau veut qu'elle soit démilitarisée. À juste titre, garantie de sécurité. Si jamais plus tard en Allemagne un impérialisme renaissait, des nationalistes prenaient le pouvoir, par exemple, ou quoi ou qu'est-ce, parce que bien sûr on se méfie, 1870, quand même la période napoléonienne, n'oubliez pas quand même que c'est Blücher, Waterloo, qui a quand même joué un rôle décisif dans la défaite de Napoléon, déjà mauvais soutien de la Prusse, je parle même pas du XVIIIe siècle, 1870, les guerres, quand même, la fameuse guerre franco-prussienne, qui donne naissance à l'Allemagne, comment dire, la subtilisation de l'Alsace et de la Lorraine. Franchement, en France, en 1918, après 4 ans de guerre, Clémenceau suit largement son opinion publique, qui réclame non seulement des réparations de guerre, à juste titre, évidemment, après 4 ans de ce conflit, mais qui aussi réclame de la sécurité. Et que ça ne recommence pas une deuxième fois. Et vous le savez que ça va recommencer, malheureusement. Néanmoins, rive gauche du Rhin neutralisée militairement, c'est dans le traité de Versailles, l'armée allemande, qu'on appellera la Reichswehr, c'est-à-dire la fameuse armée de la République de Weimar, réduite à 100 000 hommes, évacuera ses casernes de Rhénanie jusqu'à ce qu'un certain Hitler, au milieu des années 30, décide de les réoccuper, mais ça c'est une histoire que l'on abordera un peu plus tard. Alors l'Allemagne signe bien sûr ce qu'on va appeler plus tard le coup de poignard dans le dos, le diktat de Versailles, etc. Et les pays potentiels donc allemands le signe. Et petit détail, sachez que ce traité de Versailles est signé dans la galerie des glaces du château de Versailles. Double symbole. Et je vais vous le dire tout de suite, pourquoi double symbole? Premier symbole, parce que c'est là que, en 1870, figurez-vous mes amis, que quand la France a été vaincue par la Prusse, eh bien qu'un certain Bismarck, qu'on appelait le chancelier de fer, de la Prusse, et Guillaume Ier, qui était le roi de Prusse, et qui allait devenir l'empereur allemand, eh bien, ont proclamé la naissance de l'Allemagne. Qui n'existait pas, bien sûr. L'Allemagne naît en 1870 sur les ruines de la défaite française. Et c'est là donc qu'on décide en 1919, en juin 1919, de faire signer, humiliation des humiliations, à l'Allemagne, le fameux traité de Versailles. Extrêmement important sur le plan symbolique. Deuxième aspect symbolique, il y a, vous pourrez le voir si un jour vous pouvez visiter le château de Versailles, dans la galerie des glaces, de très jolis plafonds peints par Lebrun, un grand peintre de la période de Louis XIV, et il y a une allégorie représentant une allégorie de la victoire qui écrase, qui représente évidemment le royaume de France, et qui est assise, écrase un aigle représentant la Prusse de l'époque lors d'une des batailles
de Louis XIV. Donc vous voyez, toute la symbolique est là, l'humiliation, on l'a voulu totale. Vous le savez, en 1940, Hitler fera signer l'armistice, tout aussi dans une idée revancharde, l'armistice donc que vont signer les plénipotentiaires français autour du maréchal Pétain, fera signer dans le fameux wagon de rotonde où avait été signé l'armistice du 11 novembre 1918. Vous voyez que le petit jeu des symboles humiliants, comment dire, s'est poursuivi après. Voilà, donc sachez-le, c'est intéressant. Donc, traité de Versailles, vous le voyez, va déjà, certes sur le papier, évidemment, satisfait les opinions publiques, quelques pertes territoriales pour l'Allemagne également, hein. Nord, hein, une partie de la Prusse orientale, vous le savez, va servir de débouché maritime pour la Pologne, hein, le fameux corridor de Danzig, hein, ça va être retiré à l'Allemagne, puis l'Allemagne va perdre quelques territoires au sud, hein, à la faveur de la recréation de la Pologne, hein, et de la création de cette fameuse Tchécoslovaquie qui va naître, hein, où vont se retrouver pas mal de minorités allemandes, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Deuxième, comment dire, partie, bon, donc toujours, hein, je poursuis. Le second de ces fameux traités, c'est le traité qui est signé le 10 septembre 1919, hein, donc à Saint-Germain-en-Laye, celui-là. Alors on est toujours dans les fameux traités dits de la banlieue parisienne, je n'y reviens pas, bon, c'est une expression d'ailleurs pas forcément agréable d'utiliser, puisque c'est Hitler qui dans un discours nationaliste haineux qui lui était propre des années 30, avait dit que ces fameux traités, il les avait appelés les traités de la banlieue parisienne, l'expression vient de là, c'est vrai qu'ils sont signés dans la banlieue parisienne, et je vous ai expliqué pourquoi ils sont signés dans la banlieue parisienne, tout simplement parce que ces traités, comment dire, avaient de nombreuses délégations. N'oubliez pas 27 nations à chaque fois qui signent, hein, c'est important. Et donc que ce fameux traité était signé, donc tout simplement, on avait besoin de loger les délégations, etc. Donc là, c'est Saint-Germain. Le traité de Versailles, donc dans la guerre des glaces, pour l'Allemagne, pour l'Autriche, puisque c'est le cas de l'Autriche qu'on règle à Saint-Germain, le 10 septembre 1919, donc un peu avant le début de l'automne, c'est le traité donc de Saint-Germain qui lui sera signé dans le château de Saint-Germain-en-Laye. Si certaines d'entre vous connaissent un peu la ville de Saint-Germain, 78, hein, c'est un terminus du RER A, je crois. Quand vous sortez du RER, vous arrivez sur une belle esplanade, il y a le château de Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est que ce château aujourd'hui? C'est le musée, ni plus ni moins, de la préhistoire. Enfin, c'est un musée consacré à la préhistoire, hein, et donc encore à l'heure actuelle, hein, d'ailleurs. Et dans ce château de Saint-Germain, on va faire signer la délégation autrichienne, peut-être est-ce que cela a été fait exprès, je ne sais pas, dans une salle consacrée à ce qu'on appelle dans la préhistoire l'âge de pierre. Vous savez, il y a l'âge du bronze, l'âge de pierre, enfin, etc., etc. Donc là, c'est dans cette salle, ce qui fera dire d'ailleurs à des commentateurs de la presse autrichienne, qu'avec la signature de ce traité, les plénipotentiaires de la République autrichienne, eh bien, les alliés sont très sévères avec l'Autriche, il faut reconnaître que c'est exact, là aussi, et donc on renvoie le peuple autrichien à l'âge de pierre. C'est un peu excessif quand même, mais vous voyez à quel point, encore une fois, les symboliques se retrouvent dans tout ce que je vous raconte là. Donc 10 septembre 1919, la République d'Autriche signe ce traité, c'est le chancelier, le président du gouvernement provisoire et chancelier Karl Renner, personnage important quand même dans l'histoire de la République d'Autriche qui commence à cette époque-là. Et Karl Renner, donc, qui fut, je crois, maire de Vienne, eh bien, va signer le temps de l'Empire, va signer donc ce traité, extrêmement mal vu, lui aussi, évidemment, par les vaincus, hein, réduction de l'armée autrichienne à 30 000 hommes, également, évidemment, toute interdiction de toute restauration de la monarchie, hein, l'Autriche s'engage, bien sûr, à rester une république, hein, bien sûr, condamnation, là aussi, à payer des réparations, hein, sachez que pendant la conférence de la paix, va être créé également un organisme
organisme qui s'appellera la Commission interalliée des réparations de guerre, organisme qui sera chargé, si vous voulez, de mettre en œuvre toutes ces réparations décidées donc en paiement dans les traités de paix qui concernent les vaincus. Donc les réparations allemandes, autrichiennes, hongroises, bulgares, etc. Il y a une commission qui a été chargée de cela, qui fonctionnera jusque la fin des années 20, parce qu'on se centrera sur le paiement des réparations essentiellement allemandes. On en reparlera et on préférera aider l'Autriche, aider la Hongrie, aider la Bulgarie à se reconstruire économiquement. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, c'est la fameuse grande peur que j'ai évoquée la dernière fois. On a peur de quoi ? Essentiellement, ce tout début, ce fin des années 10, début des années 20, eh bien, on a une très grande peur de l'extension de la révolution bolchevique. Et accabler l'Autriche, accabler la Hongrie, et vous verrez pourquoi tout à l'heure, accabler la Bulgarie de réparations que de toute façon elles ne pourront pas payer, ne pourrait que déstabiliser ces États vaincus et les jeter dans les bras du bolchevisme, comme on disait à l'époque. Donc l'Autriche perd aussi des territoires, elle va perdre des territoires au profit donc de la création, là aussi, de la Tchécoslovaquie, je l'ai dit. Je pense notamment au nord de l'État autrichien, de la partie de l'Empire qui était gérée par l'Autriche, avec le sud de la Pologne, la région de Cracovie, etc., que l'on appelait Krakow, eh bien, va être détaché de l'Empire d'Autriche pour être rattaché à la jeune Pologne reconstituée, par exemple. Également, des territoires que l'Autriche va perdre au profit de la création de la Pologne, au profit de la création de la Tchécoslovaquie. Et puis, donc, un point extrêmement important qu'il faut retenir, c'est le point qui concerne la question de l'Anschluss. En effet, que ce soit l'Allemagne, dans le traité de Versailles, ou l'Autriche sur le traité de Saint-Germain, ces deux États sont, parce que les Alliés avaient prévu le risque, tout simplement, interdites d'unification. Et pourquoi ? Regardez la carte que je vous ai distribuée avec le cours, la carte du bas notamment, où vous voyez une toute petite Autriche, ce qui est devenu l'Autriche de Saint-Germain est devenu un tout petit pays, qui était quand même avant une des composantes majeures de l'Empire. Eh bien, ce tout petit pays est constitué majoritairement de locuteurs allemands. Et quelle idée n'aurait-il pas là, avec des mouvements pan-germanistes qui existaient déjà au XIXe siècle, bien sûr, d'aller se rattacher à l'Allemagne, qui elle garde une grande part de son intégrité, de son intégrité territoriale, et devenir l'Autriche, pourquoi pas, un land supplémentaire du sud de l'Allemagne, comme il y a le land bavarois, eh bien vous auriez un land autrichien qui serait rattaché à l'Empire allemand, ou à la République de Weimar en tout cas. Et ça, évidemment, les Alliés y avaient pensé, Hitler n'a rien inventé du tout, avec son Anschluss en 1938, les Alliés avaient prévu le risque, et donc ils le font écrire, noir sur blanc, dans ce texte de droit qu'est le traité de paix. Et donc, ça sera interdit, bien sûr, interdit d'Anschluss, interdit d'unification entre ces deux États. C'est un point très important, car quand Hitler va violer l'ensemble des traités de paix, en 1900, il va par exemple réoccuper, on le verra plus tard, la Rhénanie démilitarisée dont je vous ai parlé tout à l'heure, premier viol du traité de Versailles. Il va donc faire l'Anschluss en 1938, encore un viol des traités de paix, cette fois-ci du traité de Saint-Germain et du traité de Versailles, etc. C'est bien pour ça qu'il faut bien lister la composition de ces traités. Toujours dans la chronologie, le troisième, cette fois-ci, est signé avec la Bulgarie. Petit royaume de Bulgarie, si je puis dire, petit État engagé, malheureux, dans le conflit, ayant choisi le mauvais camp, franchement, il faut bien le dire, et pour des raisons territoriales, tout ça parce que la Bulgarie voulait récupérer une part des territoires qu'elle avait pu obtenir lors de la liquidation de la présence ottomane dans la région, et les Bulgares
donc se retrouvent avoir leur sort réglé, cette fois-ci avec une délégation du chef du gouvernement agrarien de l'époque, Alexandre Stambolijski, qui sera la grande figure de la Bulgarie du début des années 20, en tout cas jusqu'en 1923, et qui est donc à la tête d'une délégation donc de ce gouvernement provisoire bulgare, qui reste néanmoins théoriquement une monarchie constitutionnelle, va signer le 27 novembre 1919, 27 novembre 1919, donc on a un bon rythme, juin, septembre, novembre, le traité de Neuilly-sur-Seine. Neuilly, oui, Neuilly. Alors, il s'agit, attention dans les copies, n'allez pas m'écrire Neuilly-sur-Marne, parce que je l'ai trouvé souvent. Alors, je sais que c'est une station du RER A. Non, c'est Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, qu'est-ce que c'est? C'est cette banlieue extrêmement chic à l'ouest de Paris, que certains peut-être d'entre vous connaissez. Et c'est là que donc les Bulgares vont signer leur traité de paix dans le château de Neuilly, qui, je crois, existe toujours. Il y a un bâtiment un peu officiel qui rappelle cela. Voilà. Les Bulgares, retenez-le, parce que ça va être un des facteurs de déstabilisation, on le reverra dans la séance sur les minorités. Les Bulgares, eux, vont essentiellement perdre des territoires, quand vous regardez la carte, au profit, de l'agrandissement de la Roumanie, grand voisin allié des Occidentaux vainqueurs. C'est quoi ce territoire? C'est un territoire qui était au nord de la Bulgarie, qu'on appelle la Dobroudja, qui donc va être attribué à la Roumanie. Et puis, vers l'ouest, ce sont des territoires qui vont basculer dans la création de la Yougoslavie, de l'État des Slaves du Sud. Et là, c'est très important parce que la principale perte pour les Bulgares, eh bien, ça va être cette fameuse région que l'on appelle la Macédoine. Alors ça, j'aurai l'occasion de reparler. Qu'est-ce que c'est que la Macédoine? Si vous voulez, c'est un des États qui vont être constitués autour du royaume des Serbes croates et slovènes, de la future Yougoslavie. C'est un État qui est le plus au sud de la Yougoslavie, vous le voyez peut-être sur la carte, et qui jouxte en fait la frontière avec la Grèce. Et puis de l'autre côté, bien sûr, avec le territoire bulgare. Or, le problème, c'est que cette Macédoine, région orthodoxe, on écrit en cyrillique, avec une majorité plus ou moins mélangée d'ailleurs, à la fois d'Albanais et d'orthodoxes macédoniens, si on peut le dire. Eh bien, cette région, une partie de cette région, notamment autour d'une ville qui s'appelle Ohrid, au bord d'un très grand lac, qui est pas très loin de la Bulgarie, est considérée par les Bulgares, si vous voulez, comme tout simplement le berceau de leur civilisation. Donc c'est quand même absolument énorme, la Bulgarie, parce que la Bulgarie, mis à part la parenthèse de son, de la période où à peu près pendant 5 siècles, il y a un demi-millénaire, les Turcs ottomans vont l'occuper, comme une bonne partie des territoires d'ailleurs de l'ex-Yougoslavie, comme la Serbie, comme l'Albanie, comme la Bosnie, etc. Eh bien, la Bulgarie, donc, avant cette période ottomane, était effectivement un grand empire, très important, allié bien souvent de l'Empire romain d'Orient. Là, je vous renvoie dans les confins du Moyen-Âge, je m'en excuse, mais c'est difficile de ne pas l'évoquer quand on parle du traité de Neuilly. Et donc, la Bulgarie donc avait en effet un territoire jusque-là, et c'était très important. L'université Saint-Clément d'Ohrid, notamment, encore à l'heure actuelle, développe dans la Macédoine actuelle, qui est un État indépendant, qu'on appelle aujourd'hui la Macédoine du Nord, rappelez-vous, peut-être, ceux qui le savent, et bien dans cette région, effectivement, il y a encore à l'heure actuelle un fort nationalisme bulgare, mais qui aujourd'hui, perspective d'adhésion à l'Union européenne en cours, plus ou moins, pour la Macédoine, est un peu calmée, mais c'est important. Or là, nous avons dans le traité de Neuilly un point de déstabilisation important, puisque ce territoire sera attribué à la Macédoine, elle-même membre du fameux royaume de Yougoslavie en cours de gestation. Donc, point de déstabilisation, bien sûr, la Macédoine va revendiquer
la Bulgarie va revendiquer ce territoire pendant une bonne partie de l'entre-deux-guerres. Ça donnera donc naissance aussi à un mouvement terroriste, un des premiers de la période moderne, que l'on appellera le mouvement. J'ai un trou de mémoire, ça n'est pas grave, je le retrouverai plus tard. Enfin, ce mouvement terroriste, donc des Macédoniens bulgares, va jouer un rôle vraiment tout à fait, comment dire, déstabilisateur, notamment dans les Balkans pendant les années 20 et les années 30. Hein, c'est vraiment important. Hein. Ce mouvement, voilà, je l'ai retrouvé, s'appelle l'ORIM. Hein, retenez-le bien. Donc un mouvement terroriste qui naît des suites de l'arrachage de la région d'Ohrid à la Bulgarie, hein, un mouvement donc qui s'appelle l'Organisation de la résistance intérieure macédonienne. C'est quoi cette résistance intérieure macédonienne? Ben justement, ce sont des nationalistes bulgares qui veulent que la région d'Ohrid, donc de Macédoine, soit réattribuée à la comment dire, Bulgarie. Ça ira très loin, hein, dans les années 30, notamment un attentat terroriste parmi les premiers de l'époque, qui fera plusieurs milliers de morts dans le centre-ville, dans la cathédrale même de Belgrade, de Sofia, donc en Bulgarie. Donc, l'organisation de la résistance intérieure macédonienne, ça naît à ce moment-là. Vous le voyez, les traités donnent naissance à des mouvements nationalistes déstabilisateurs. Cet épisode bulgare ne sera pas le seul, loin s'en faut, on aura l'occasion d'en reparler. La Bulgarie, enfin, possède des réductions d'armement, des livraisons en nature, parce qu'on a bien compris quand même que nous étions, dans le cas bulgare, dans l'impossibilité évidemment de payer toutes les réparations, donc beaucoup de livraisons en nature, c'est-à-dire en bétail notamment, en récolte pour la grande Yougoslavie en naissance, en gestation voici. Et puis c'est le seul pays, retenez-le, enfin dernier point sur le traité de Neuilly, le traité de Neuilly, c'est que c'est le seul pays où on fixe à l'avance le montant des réparations. On sera là autour de 2 milliards de francs or, et je m'étais risqué à l'époque à un petit calcul, en tout cas dans le cas bulgare, ce qui faisait à peu près 833 millions d'euros actuels. Bon an, mal an, quoi. Mais une somme pour cette petite pays agricole ruiné, presque impossible à payer, là aussi. Hein. On va, dans le cas de la Bulgarie, bien sûr, tout faire pour faire que ce pays soit, bien sûr, comment dire, stabilisé. Hein, pour éviter qu'il ne sombre lui aussi dans les bras, tombe dans les bras de l'extension, des risques, des peurs d'extension de la révolution bolchevique. Et puis, on a oublié un pays, et oui, pourquoi l'a-t-on oublié? Ben parce qu'il va signer son traité de paix plus tard, celui-là, c'est le traité de Trianon. Le traité de Trianon, si vous voulez, c'est un peu la star. Et j'aurai l'occasion d'y revenir dans le cours sur les minorités de la prochaine fois. C'est un peu la star de toute cette série de traités de paix. 4 juin 1920. Mon Dieu, pourquoi est-ce que les Hongrois signent ce traité si tard, alors qu'on a signé en novembre 19 le traité donc de Neuilly avec les Bulgares? Bah, tout simplement parce qu'il se produit, si je puis dire, des cauchemars craint par les Occidentaux à cette époque-là. En mars 1919, on le sait, la situation lors de toute cette année 19 est extrêmement instable. Je vous renvoie d'ailleurs, je la mettrai dans les envois que je vais vous faire, à une conférence que j'ai donné sur ce fameux traité de Trianon, et puis aussi sur l'année 1919 en Europe centrale. Ce sont 2 vidéos complémentaires que vous pourrez regarder si vous en avez le temps, qui peut-être vous éclaireront encore un peu plus sur cette période. Car en effet, dans une période, je l'ai dit déjà tout à l'heure, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Autriche, que ce soit un peu partout dans la zone centre-européenne, une période extrêmement troublée, avec des foyers d'agitation révolutionnaire. Ils vont tous être maîtrisés, ces foyers d'agitation révolutionnaire, mais voilà, il y a un endroit où ça va rater. Hein, parce que les Occidentaux ne peuvent pas être partout non plus. Je vous rappelle qu'on a des armées gigantesques en cours de démobilisation. C'est quand même assez difficile de le dire, mais pourtant on le fera.
à ces soldats qui n'ont qu'une envie, la guerre finie, c'est de rentrer, bien sûr, dans leur famille, hein, de reprendre les armes pour aller écraser ici ou là, ou aider à écraser ici ou là telle tentative d'insurrection bolchevique. Après tout, ce sont des problèmes intérieurs, n'est-ce pas? Mais évidemment, il y a une cohésion dans cette Europe de Versailles qui naît en 1920 et qui est profondément anticommuniste. Vous avez bien compris que la peur, c'est pas un nationalisme allemand qui reviendra peut-être un jour. Oui, c'est une des craintes, mais la peur numéro un, c'est Lénine. C'est Lénine en pleine guerre civile, en 1918-1919, dans la jeune URSS en train de naître, et qui dit que la révolution doit être mondiale. Franchement, les récits des réfugiés russes, des Russes blancs notamment, qui viennent vers l'Europe occidentale, ne leur donnent pas du tout envie de voir arriver une révolution du type bolchevique sur leur territoire, vous l'aurez compris. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, en Hongrie. Eh bien, voilà que ça s'agite pas mal dans le gouvernement provisoire en place depuis donc la chute de l'Empire, depuis que Charles, en novembre 1918, eh bien, va abdiquer, va partir, le successeur éphémère de François-Joseph, 1916-1918, l'empereur Charles, et puis va partir en exil à Madère, dont il ne reviendra jamais. Il tentera quelques tentatives de coup d'État pour revenir au pouvoir, qui échoueront. Mais non, les révolutionnaires, au sens révolution, si je puis dire, démocratique, normale du terme, sont au pouvoir à Budapest, et notamment autour d'un comte rallié, qu'on appellera le comte rouge, membre de l'aristocratie hongroise, rallié aux révolutionnaires, qui s'appelle le comte Károly, Károly en français, dont, petite anecdote, si ça vous intéresse, l'actuel ambassadeur de Hongrie en France, qui d'ailleurs vient de sortir un livre que je vous donnerai peut-être en référence, enfin je vais essayer de le faire, est un arrière petit descendant. Ce n'est pas son père, mais c'est un oncle, c'est la même famille en fait. Il s'appelle, cet ambassadeur, ce monsieur, il s'appelle Károly, c'est la même famille. C'est assez intéressant. J'ai eu la chance de le rencontrer, de discuter avec lui dans le cadre d'une exposition que j'avais organisée sur l'Europe centrale au sens large en 2018. Et on pourra en reparler en aparté, surtout si on a l'occasion de reprendre un peu de présentiel dans nos cours. Alors, toujours est-il que ce leader, ce comte rouge, donc qu'on appelle Károly, en mars 1919, se fait dépasser par sa base, comme on pourrait dire, et surtout par un petit groupe de bolcheviks hongrois envoyés depuis Moscou autour d'un homme qui s'appelle Bella Kun. Bella Kun, K-U-N. Qui est Bella Kun? Eh bien, Bella Kun, c'est le leader de la révolution bolchevique hongroise, et qui va se mettre en place. Les bolcheviks prennent le pouvoir, comme à Moscou en 17. Ils prennent le pouvoir en mars 1919, les bolcheviks. Et oui, en pleine Europe centrale, soumise aux puissances occidentales qui viennent de gagner la guerre, voilà qu'apparaît en plein cœur, parce que Budapest est quand même, sur le plan géopolitique, effectivement vraiment très au centre de notre espace, de l'Europe centrale, voilà qu'arrive un régime bolchevique qui s'installe à Budapest en mars 1919. Catastrophe pour les Occidentaux, qui immédiatement vont tenter de réagir, notamment avec une partie des armées françaises qui se trouvent là, et notamment des restes d'une armée française prestigieuse, puisqu'elle avait permis, elle a contribué à la victoire en 1918, je l'avais esquissé, cette fameuse armée d'Orient, qui était installée effectivement à la frontière bulgare, que peut-être certains connaissent pour avoir vu ce film sorti il y a une vingtaine d'années, Capitaine Conan, je vous recommande, un film de Bertrand Tavernier, très beau film, qui évoque l'armée d'Orient. Cette armée dite d'Orient, pourquoi? Parce que à l'Est, l'Orient c'est l'Est, et certains éléments sont encore là, qui n'ont pas regagné
la France, hein, les pays occidentaux, et elle va s'appuyer sur cette armée d'Orient notamment, et aussi sur une armée présente occidentale, formée par les Occidentaux, présente en Roumanie, dirigée par le général Berthelot, faut pas l'oublier lui non plus, et toutes ces forces conjuguées aux forces réactionnaires anticommunistes hongroises, dirigées par un certain Régent Horthy, vont se mettre ensemble. Et voilà que, en plein printemps de l'année 1919, eh bien, éclate une véritable guerre civile, hein, ou en tout cas une guerre, hein, qui reprend en Hongrie. Je vous renvoie à la vidéo, donc je vous donnerai les références dans l'envoi du cours, si vous voulez en savoir plus en tout cas. Et cette guerre, évidemment, va tourner à la faveur des puissances occidentales et de leurs alliés, et la révolution hongroise va être écrasée dans le sang. En août 1919, les Occidentaux entrent dans Budapest, et donc écrasent cette révolution bolchevique hongroise. Il faut dire que on a eu très peur et très chaud, mais cela va permettre en même temps d'installer à Budapest un leader anticommuniste que l'on va devoir soutenir, hein, bien évidemment, qui sera donc ce Régent Horthy. La Hongrie restera une sorte de monarchie constitutionnelle quelque part, sans roi, puisque l'empereur Charles est en exil, hein, le roi empereur d'ailleurs, hein, et donc avec Horthy qui va assurer le rôle de régent et surtout de verrou, hein, notamment en tout cas pendant la période des années 20, anti-communiste au pouvoir. C'est important pour les Occidentaux, hein, d'avoir Horthy comme évidemment comme présent à Budapest. Évidemment, cela n'empêchera pas que la Hongrie va subir, elle, le plus important dépeçage, hein, de l'ensemble des traités de paix. Le plus grand démantèlement va frapper les Hongrois. Alors on se dit, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Hongrois, etc., pour subir ça? Mais rien du tout. Il se trouve que tout simplement, la Hongrie elle-même est constituée, était dans l'Empire certainement l'État où il y avait le plus de diverses nationalités à l'intérieur. Et pour cette raison, et c'est là que le fameux principe des nationalités de Wilson va s'appliquer, hein, de la manière la plus sévère. Et c'est ce que je, d'ailleurs, vais vous détailler, et on y reviendra donc plus en avant, parce qu'un gros problème de minorité va naître de tout cela. Et le 4 juin donc 1920, les plénipotentiaires hongrois, donc envoyés par Horthy, vont signer ce fameux traité de Trianon. Pourquoi Trianon? Car nous revoilà à Versailles, mais cette fois-ci dans comment dire, les locaux du Trianon, qui est ce pavillon que s'était fait construire comment dire, déjà sous Louis XV, puis ensuite sous Marie-Antoinette, donc sous Louis XVI, ce pavillon plus agréable pour que la cour y séjourne l'été, donc dans le château de Versailles. Hein. Et je pense là à la fois au Grand Trianon, une partie de la délégation, des délégations vont signer, mais ne l'oubliez pas, cela concerne aussi le Petit Trianon, qui remonte à la période de Louis XVI, et aussi, et j'insiste là-dessus, le Grand Hôtel qui se trouve juste à la sortie de cette partie du Grand Trianon et du Petit Trianon, et qui s'appelle le Trianon Palace, qui existe toujours à l'heure actuelle, si ça vous intéresse, si vous voulez vous replonger un peu dans l'ambiance de la signature du traité de Trianon, ou une bonne partie dans cet hôtel qui est un palace, qui est toujours le gros, donc qui s'appelle le Trianon Palace. Une partie des délégations ont été logées, et il y a eu aussi des entretiens, des signatures à cet endroit. Donc ne pas oublier cette petite anecdote, mais c'est important, c'est d'autant plus facile à faire quand on est à Paris et qu'on peut se déplacer librement, d'aller revoir tout ça. Alors la Hongrie, je résume, hein, parce qu'évidemment nous n'avons pas énormément de temps non plus. Elle va avoir son armée réduite à 35 000 hommes, mais surtout c'est les pertes territoriales. Alors là,
absolument faramineuse, et je vous renvoie bien sûr à la carte que je vous ai distribuée. Hein. Regardez très bien tout ce qui entoure la Hongrie. Vous avez bien compris qu'une grosse partie de son territoire qu'elle va perdre va être au profit de l'agrandissement de la Roumanie, donc à l'est, aussi au nord, au profit de la création de la Tchécoslovaquie. En gros, toute la Slovaquie, si vous voulez, était hongroise, on appelait ça la Haute-Hongrie. Donc comme ça c'est plus simple, donc on la retire de la Hongrie, donc ça fait encore un autre morceau conséquent. Et puis au sud, bah, évidemment, plein de territoires vont être perdus par le royaume de Hongrie, au profit de la création, bien sûr, donc du fameux royaume des Serbes, Croates et Slovènes, hein, notamment de la création de la Slovénie, là c'est plutôt pour l'Autriche, mais aussi parce que c'était un territoire qui était vassal, en quelque sorte, du royaume de Hongrie, c'est toute la Croatie, hein, toute la Croatie avec tous les ports sur la mer Adriatique, hein, où il y avait une bonne partie de la flotte de l'Empire, hein, et bien tout ça est détaché évidemment de ce qu'on appelait la Hongrie royale, hein, Király Magyarország Király, hein. Tout ça va être détaché au profit donc de la création de tous ces États. Et vous voyez bien que c'est parce qu'on a appliqué en fait le principe des nationalités que nous avons évidemment un tel point pour à retenir sur le dépeçage. Cela représente, attachez vos ceintures si je puis dire, puisque le royaume de Hongrie, 1910-1911, qui était de 283 000 km², passe à 93 000 km². Et bien entendu, il y a presque 200 000 km² qui sautent, hein, et qui, au profit de la création de tous ces États dont je vous ai parlé. C'est absolument considérable, c'est du jamais vu. Du jamais vu à un tel point que, encore à l'heure actuelle, hein, où des gouvernements se succèdent en place à Budapest autour de leaders plutôt, comment appelle-t-on ça, populistes, hein, disons, que l'argument hein, du dépeçage du traité de Trianon est encore, à l'heure actuelle, un sujet à des controverses internationales. Hein. Alors qu'en France, plus personne ne sait, sauf peut-être vous, parce que vous êtes en cours avec moi, mais plus personne ne sait en France ce qu'était le traité de Trianon. Hein. Avec moi, vous le savez, mais je peux vous dire qu'en Hongrie, alors pour le coup, en tout cas au niveau politique, demandez à Viktor Orban de vous parler du traité de Trianon, il n'y a aucun problème. Il vous en parlera, plus tous les fantasmes, complot de la France, le règlement de compte de Clémenceau, et je ne sais quoi encore. Non, bien sûr que non. Ce qu'il faut retenir pour le traité de Trianon, c'est que, comme la Hongrie était un des États les plus multiethniques qui faisait partie de l'Empire, l'application du principe des nationalités de Wilson, donc du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien, c'est forcément là que ça devait être le plus sévère. Ce que je vous ai montré sur la carte le prouve largement. Il n'y a aucun sentiment de vengeance, ni de revanche là-dedans. Les idées de revanche, c'est plus entre la France et l'Allemagne. Hein. Entre la France et la Hongrie, non. Franchement, non. 283 000 km², 93 000 km², pour le petit royaume de Hongrie qui naît. Hein. Et puis une population, bah oui, évidemment, qui était de 18 millions. Hein. Il y a eu les premiers recensements de population en 1900, un peu avant la guerre de 14, je crois 1911 ou 1912. 18 millions d'habitants recensés à l'époque. En 1919, il n'y en a plus que 7 millions. 1920, 4 juin 1920, 7,6 millions. Il y a donc à peu près 11 millions de Hongrois, hein, c'est ça que ça veut dire surtout, qui vont se retrouver comme une minorité à l'extérieur de la Hongrie. Et ça aussi, ça va être un gros facteur de déstabilisation, vous pouvez me croire, on aura l'occasion d'en reparler, notamment dans la séance suivante consacrée aux minorités, bien sûr. Donc voilà un peu la chronologie, si vous voulez, de ces fameux traités. On évoquera rapidement qu'en 1920, il y a aussi la signature du traité de Sèvres. Hein, ce traité de Sèvres, qu'est-ce qu'il règle? Bon, c'est un peu en marge de notre propos, mais pour votre culture personnelle, c'est quand même pas inutile de l'évoquer. Ce traité de Sèvres concerne tout simplement le
cas de l'Empire ottoman. La défaite de la guerre de 14-18 fait que l'Empire ottoman, évidemment, l'Empire, le sultanat s'effondre au profit d'une révolution laïque menée par des militaires qui veulent établir une république laïque à l'occidentale autour de Mustafa Kemal Atatürk. Et néanmoins, l'Empire est vaincu et donc la République turque, évidemment, est considérée comme un pays successeur vaincu. Et donc, traité de Sèvres, qui est signé en 1920, lui aussi. Traité de Sèvres qui va démanteler ce qui reste de l'Empire ottoman, et donc principalement les territoires situés dans ce que nous appelons à l'heure actuelle le Proche-Orient, ces territoires qui vont donner naissance, car en gestation avec les accords Sykes-Picot, etc., à la fin de la Première Guerre mondiale, donner naissance, mais je ne développe pas car ce n'est pas le propos ici, à ce qu'on appelle la carte du Proche-Orient actuel, celle que vous voyez encore aujourd'hui avec les frontières tracées au cordeau entre par exemple la Syrie et l'Irak, la frontière avec l'Iran, le Liban, la création du fameux Grand Liban sous administration française, tout ça, ça va être à cette époque-là. La Syrie aussi sous mandataire, comme on dit, et puis une Palestine mandataire aussi, avec un foyer juif qu'on va installer, etc. Tout ce contexte, si vous voulez, proche-oriental, c'est le traité de Sèvres qui va en donner naissance. Et comme vous avez compris que ces fameux traités étaient pavés de bonnes intentions, mais avec beaucoup d'erreurs internes, eh bien, vous avez bien compris que une bonne part des problèmes du Proche-Orient encore à l'heure actuelle sont issus tout simplement du démantèlement de l'Empire ottoman qu'on a démantelé avec une paire de ciseaux, encore une fois, avec toutes les conséquences qui ne sont pas du tout terminées à l'heure actuelle. C'est important d'en connaître les racines, et les racines, c'est cette période du traité de Sèvres, et puis plus tard consolidée par le traité de Lausanne, en 1921. Donc tout ça, c'est pour votre culture, mais je pense que c'était important de le mentionner. Dernier point de cette longue première partie, je vous rassure, les parties suivantes seront plus rapides. Ce sont les acteurs des traités. Alors, donc j'y reviens, on les a présentés un peu tout à l'heure. Donc pour la France, Clémenceau, je vous redonne ses dates à Clémenceau, président du Conseil français, 1841-1929. Clémenceau, c'est l'homme qui a réglé les mutineries de 1917 en novembre de cette année-là. C'est le père de la victoire et les trois grands axes, si vous voulez, des exigences de Clémenceau lors de ces signatures de traités de paix, on l'a un peu esquissé tout à l'heure, c'est les fameuses garanties de sécurité, protéger la France contre une nouvelle menace allemande. Vous voyez qu'on est loin des histoires de revanche avec la Hongrie, des questions de réparation, bien sûr, l'exigence des réparations de guerre allemandes, très importante pour Clémenceau, encore plus importante, on le verra après, pour Poincaré, le président de la République, de l'époque. Et puis cette idée qui est un peu un serpent de mer dans l'historiographie de la période, de créer le fameux cordon sanitaire pour protéger, le monde occidental de ce qu'on considère comme une monstruosité à l'époque, en tout cas pour une bonne partie de l'opinion publique, de cette révolution bolchevique. Qui ne cesse de s'affermir et qu'on a bien compris, si vous voulez, en 1919, début 1920, que de toute manière, les Russes blancs, c'est-à-dire les contre-révolutionnaires autour des généraux Wrangel et Koltchak, vont échouer. Le tsar est massacré, comme vous le savez, assez rapidement à Sverdlovsk et Ekaterinbourg, ainsi que toute sa famille. Il y a un point de non-retour qui est franchi. Et que même si Lénine va aller de plus en plus en s'affaiblissant, c'est évidemment un des principaux commissaires politiques en place de l'époque, un certain Staline, qui va s'imposer, qui se débarrassera de Trotsky, et qui, aux alentours de 1922-1923, va devenir le seul maître de la jeune URSS. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir, car ça va représenter un poids important. Et donc Clémenceau
pour se prémunir. Tout cela, eh bien évidemment, insiste fortement sur tous ces États d'Europe centrale dont je vous redonnerai la liste tout à l'heure, qui doivent figurer quelque part une forme de cordon de protection contre la menace à l'Est, car on estime à cette époque-là que la menace, c'est la révolution bolchevique, et ça va planer sur toutes les années 20, je vous prie de croire, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Second de ces personnages, c'est David Lloyd George, Premier ministre britannique, 1863-1945 pour Lloyd George. Les Britanniques, à la conférence de la paix, auront pour principale exigence, c'est de renforcer leur flotte, en plus des réparations, etc., etc. Et principalement, ils vont être un peu en bisbille avec un autre grand vainqueur, qui sont bien sûr les Italiens, et tant et si bien que les Britanniques vont récupérer, en quelque sorte, si vous voulez, la flotte de l'Empire. Pourquoi? Ben, où est cette flotte? Ben, cette flotte, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se trouve dans les ports croates. Et oui, les ports de la Croatie, Croatie devenue libre désormais, Croatie devenue un État membre de la future Yougoslavie, qui est en train de se mettre en place au début des années 20, et qui, au terme du 4 juin 1920 du traité de Trianon, ben c'est bon, les navires peuvent être récupérés par les Alliés, les Britanniques vont faire un gros lobbying pour récupérer ces navires, ce qu'ils vont faire pour renforcer leur flotte, je vous rappelle, qui est la première flotte au monde militaire de l'époque, hein. La seconde étant la France, c'est une toute autre histoire que de cette rivalité, donc vous savez, se terminera assez tragiquement au début de la Seconde Guerre mondiale, notamment à Bercel-Kébir en 1940, et ensuite au sabordage de la flotte française dans le port de Toulon, c'est une toute autre histoire, mais c'est important de voir à quel point il y a eu toute cette rivalité. C'est la principale position des Britanniques, alors que l'Italie, qui est, si je puis dire, de l'autre côté, en face des côtes croates, rêvait de récupérer une bonne partie de cette flotte de l'Empire, et évidemment, ça ne sera pas possible. C'est d'ailleurs un des problèmes de cette conférence de la paix, puisque donc troisième protagoniste, c'est Victor Emmanuel Orlando, 1860-1952, Premier ministre, donc italien. Hein. L'Italie, qui, je vous rappelle, rentre dans le conflit en 1915, assez tardivement, et grosse frustration de l'Italie, qui sort de la guerre exsangue, qui ne va pas obtenir tout ce qu'elle aurait souhaité en matière de compensation, en matière de récupérer cette flotte, en matière de réparation. L'Italie, très frustrée par son engagement dans le conflit, et vous savez ce que ça va produire, c'est cette dérive immédiate au début des années 20, et l'accession au pouvoir de Mussolini, qui largement va asseoir son arrivée au pouvoir en Italie, Mussolini, au début des années 20, sur justement les frustrations de cette guerre de 14-18 où l'Italie n'a pas obtenu tout ce qu'elle aurait voulu obtenir. Peut-être l'idée aussi que voilà, Mussolini va relancer l'économie italienne et remettre en marche un militarisme italien qui donnera hélas, comme vous le savez, les drames que l'on aura l'occasion d'évoquer plus tard dans ce cours. Dernier protagoniste, c'est Wilson. Wilson, qui est un président démocrate, donc 1856-1924. Wilson, donc, qui va faire prévaloir ses points de vue, très importants, à la conférence de la paix, on l'a largement vu, c'est sa grande victoire, il aurait aimé être réélu, il ne l'est pas, c'est le président, si ma mémoire est bonne, Coolidge qui lui succède, et qui est un républicain isolationniste, figurez-vous. Alors on se dit, mais pourquoi, voilà, un des grands problèmes aussi de ces fameux traités, vous commencez à le comprendre, c'est que on se dit, les États-Unis ont mis quand même tout leur poids dans ces traités, avec ce nouveau monde, ce droit international qui va comment dire, désormais supplanter la force, les alliances militaires. Et Wilson, donc, bah oui, il n'est pas réélu, il ne reste pas au pouvoir. Et les États-Unis, donc, vont partir ensuite dans un isolationnisme, donc avec une administration républicaine. Pourquoi? Ils estiment qu'ils ont, les opinions notamment, ils ont déjà largement contribué, il y a eu des morts, c'est vrai, pas mal de morts, moins que pour les Occidentaux et puis les Franco-Britanniques, mais quand même pas mal de morts, et que désormais, voilà, ce n'est pas le rôle des États-Unis comment dire, de régenter le monde,
c'est ce que pensent en tout cas les opinions de l'époque, sachez que, évidemment, bien sûr, il faudra attendre 1941 pour le grand retour, cette fois-ci de l'administration démocrate de Roosevelt dans le conflit. Roosevelt pourtant élu et réélu plein de fois, on en reparlera, sur des comment dire, des promesses de non-entrée dans la marche à la guerre des années 30 en Europe et dans la Seconde Guerre mondiale elle-même, mais néanmoins, bon, il faudra attendre 41 pour effectivement Pearl Harbor pour que les États-Unis reviennent à la charge. Ils vont revenir, vous le saurez, on en reparlera en 1924 notamment, pour régler les premiers grands problèmes de l'entre-deux-guerres, que sera l'invasion de la Ruhr. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard. Donc, donne importante dans ces traités de paix, et cette Europe qui naît au début des années 20, les États-Unis ne seront plus là pour garantir la stabilité de cette fameuse Europe centrale, ce fameux cordon sanitaire de sécurité dont rêvait tellement Clémenceau. Il n'y aura que les Franco-Britanniques, et bientôt il n'y aura plus que la France, il n'y aura plus que la politique étrangère française du Quai d'Orsay, c'est tout ce qui va rester, parce que les Britanniques, évidemment, vont progressivement avoir des visions de plus en plus différentes de celles des puissances occidentales, notamment de la France, pour cette période-là, dans les années 20 et encore pire dans les années 30. On aura l'occasion d'en reparler. Seconde partie à présent sur les traités et, comme je vous l'ai promis, une définition de ce qu'est un traité de paix. Alors, ces traités, et on va voir ensuite rapidement les problèmes qu'ils vont entraîner. Qu'est-ce que c'est qu'un traité de paix? Alors je vous donne cette définition, vous pouvez la mémoriser, elle fait 2 lignes. C'est toujours sympa de la retrouver dans les copies. Vous n'êtes pas obligé non plus de la reprendre, vous pouvez la reprendre si jamais un sujet de partiel en parle, ou le demande avec vos propres mots. Alors, un traité de paix, qu'est-ce que c'est? C'est une convention conclue entre des chefs d'État. C'est une convention conclue entre des chefs d'État. C'est un texte juridique qui règle des litiges entre 2 États ou plusieurs groupes d'États. Je reprends, c'est une convention conclue entre des chefs d'État. C'est un texte juridique portant le droit international, qui règle les litiges entre 2 États ou plusieurs groupes d'États. Donc, le traité de paix, c'est censé être si je puis dire, la chape de sécurité. Donc, on invoquera ces traités qui comportent tous, petit point pour la semaine suivante, un chapitre sur les minorités. C'est-à-dire que dans tous ces traités signés par tous ces pays, on a bien compris qu'il y allait y avoir de nouveaux problèmes qui allaient naître avec ces traités, et que quand on demande, bien sûr, aux États successeurs, à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie, à la Bulgarie, etc., de s'engager à protéger leur minorité. Ça vaut aussi pour l'Empire ottoman. Mais vous me direz, les problèmes arméniens ont eu lieu avant la signature du traité, enfin en tout cas des traités de Sèvres et de Lausanne. Mais néanmoins, il faut savoir que la chose a été prévue, même si, hélas, évidemment, vous l'avez bien compris, ça ne va pas du tout être le cas. Alors les problèmes donc qui vont régler les affaires en Europe, les traités de Versailles, Trianon et Saint-Germain. Alors on a bien compris que il faut dans tout ce système, on veut absolument, premier point, éviter une nouvelle guerre. Deuxième point, on veut se garantir d'un glacis. Un glacis contre évidemment les menaces de la révolution bolchevique. On veut s'appuyer aussi de façon très importante sur la Tchécoslovaquie, sur les États nouveaux. États nouveaux, dirigeants nouveaux. Tchécoslovaquie, je vous le rappelle, il s'agit de Masaryk, président de la République, et de Beneš, Premier ministre, qui sont des personnages très connus de l'intelligentsia française, et en gros, on leur demande de faire le job d'État tampon. Pareil pour la Yougoslavie, dont on demande quoi, un vaste rôle, si je puis dire, eh bien, d'être un stabilisateur des Balkans. Les Balkans, évidemment,
font partie, triste légende, hein, la poudrière des Balkans. Hein, c'est de là qu'est parti le premier conflit. Donc, on crée une Yougoslavie aussi dans l'idée que mettre tous ces gens-là ensemble dans une sorte de monarchie fédérale, un peu quelque part, eh bien, ça va leur permettre d'éviter de nouveau qu'il y ait des conflits. Hein, et que ça ne recommence à nouveau comme en 14-18. Donc voilà pour, évidemment, on a bien compris les principaux enjeux, et bien sûr, évidemment, le nationalisme allemand, dont on espère avoir tordu le cou, hein, d'avoir tordu le cou, définitivement, comment dire, en tout cas avec la victoire. Alors, évidemment, concernant les Balkans, hein, les problèmes là ne vont pas nécessairement être tous réglés, et retenez, hein, pour cette partie régler les problèmes dans les Balkans, c'est essentiellement le cas de la Bulgarie. Parce que pour la Yougoslavie, je vous l'ai dit, on espère, on fait le pari que ça va se maintenir. On en reparlera plus tard. Dans le cas de la Bulgarie, tout de suite, elle va être minée par ce mouvement, l'organisation de la résistance intérieure macédonienne, et la question donc macédonienne. Il faut retenir pour la Bulgarie, le problème va être la Macédoine, parce qu'une partie de la Macédoine est revendiquée territorialement par la Bulgarie, parce qu'elle l'a perdue avec le traité de Neuilly. Donc ne l'oubliez pas, c'est important, c'est un facteur déstabilisateur. Et puis bon, la question du traité de Sèvres, je n'y reviens pas, puisque ça concerne bien sûr tous les nouveaux problèmes qui vont apparaître dans cette nouvelle carte du Proche-Orient. Donc bien retenir pour ces traités que ils prennent, premier point, tous bien conscience des problèmes. Rappelez-vous, il y a la charte de la SDN en préambule. Ils sont tous pris en compte le principe de la, des nationalités, c'est-à-dire les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans tous ces traités, on a compris que des problèmes de minorité allaient exister. Il y a un chapitre dans lequel les signataires s'engagent à protéger les minorités, donc des nouvelles cartes d'État qui naissent. On y reviendra la prochaine fois. Et puis, bien sûr, dans les cas spécifiques allemands et autrichiens, et c'est considérable, on a pris conscience aussi, dès la signature des traités, qu'il y avait un problème. Le problème, c'est évidemment le risque de voir une petite Autriche germanophone d'aller avoir envie de devenir un land allemand, même dans la République de Weimar, hein, et de faire une Anschluss. Et bien ça, c'est absolument interdit. Donc on a pris conscience des problèmes, hein, et les foyers, on sait, dès le début des années 20, existeront. On sait que le fait de donner un débouché territorial sur la mer, avec le port de Danzig, hein, Gdansk, à la Pologne, coupe en deux la Prusse allemande, hein, avec une Prusse occidentale et une Prusse orientale, c'est ce qu'on appelle un corridor. On sait que ce sera générateur de problèmes à cause de minorités. On sait que la région de la Bohème va être aussi un problème parce que il y a une minorité allemande qui est là, qu'on appelle les Sudètes, qui existait bien avant qu'Hitler, évidemment, ne s'en serve. Hein. Et je ne parle pas des autres problèmes. Voilà donc pour ces deux premières parties. À présent, je vous invite, comme d'habitude, je l'ai fait déjà dans le premier cours, à une petite pause en images avant d'aborder, grand 3, donc, une nouvelle Europe, hein, les nouveaux enjeux de cette nouvelle Europe telle qu'elle va se mettre en place à présent. Je vous dis à tout de suite.
troisième et dernière partie, donc Grand 3, une nouvelle Europe. Alors, bien sûr, là je vous invite à regarder la carte que je vous ai donc distribuée. On observe donc les choses suivantes. La première, c'est que les empires centraux ont disparu. Il n'y a plus d'empires centraux. Et notamment un qui n'existe plus du tout structurellement, c'est l'empire d'Autriche-Hongrie. Il n'y a plus d'Autriche-Hongrie, il y a une petite Autriche, un petit royaume de Hongrie, plein d'états nouveaux. L'Allemagne conserve son intégrité territoriale à peu près, un peu quand même réduite, mais c'est désormais une république de Weimar. La Bulgarie, déjà pas énorme, est encore un peu réduite. Et puis, on en a parlé bien sûr, l'Empire ottoman est devenu une Turquie, la Turquie actuelle, désormais dans de nouveaux rapports géostratégiques dans un nouveau Proche-Orient. Voilà. Et l'Autriche est devenue un tout petit pays, c'est vrai, qui va poser problème, car vraiment petit, puisque Vienne est désormais la capitale d'un tout petit État. Donc c'est de locuteur allemand, le problème évoqué est évident. Donc on remarque que les empires centraux ont disparu. Donc l'Allemagne garde à peu près le même territoire. Il y a des nouveaux États. Les nouveaux États, c'est quoi? C'est les Slaves du centre, la Tchécoslovaquie, qui, je vous le rappelle, est formée de la vieille Bohême et de la vieille Moravie, qui étaient des États du Saint-Empire romain germanique, de vieux États de l'Europe centrale médiévale, la Bohême-Moravie, auquel on a rajouté donc cet État composé de Slaves, de minorités slaves qui étaient au nord de la Hongrie, qu'on appelait la Haute-Hongrie, c'est-à-dire la Slovaquie, Slovaquie, dont la capitale sera renommée Bratislava, elle s'appelait Pozsony, du temps de la Hongrie. Pozsony a été composé à plus de 80-90% de Hongrois. Donc vous voyez le contexte de ce qui se passe au début des années 20 quand elle devient la capitale de la partie slovaque de la Tchécoslovaquie. Donc ça c'est un des États nouveaux du centre, la capitale s'appellera Bratislava, la ville des frères slaves, donc Tchécoslovaquie. Au nord, on a les trois États baltes qui avaient été récupérés du fait du traité de Brest-Litovsk, donc par l'Allemagne, que évidemment ces trois États baltes deviennent des États indépendants désormais, avec la défaite allemande, et c'est leur grande aventure entre 1920 et 1939, où ils vont devenir des trois petits États indépendants que Staline évidemment va récupérer en 1939 avec le pacte germano-soviétique, et que Staline va oublier de rendre d'ailleurs, à la liberté en 1945, et il les gardera dans l'URSS, les petits États baltes, retenez-le, c'est une histoire tragique, de cette histoire de l'Europe centrale et orientale, parce que ces trois petits États baltes ne reverront la liberté après 1939 qu'au début des années 90. C'est quand même énorme. Et puis, troisième série d'États nouveaux, c'est la Yougoslavie, le fameux État des Slaves du Sud. Donc les États nouveaux apparaissent, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et les États baltes. Il y a les États qui sont recréés. La Pologne n'existait plus, il y avait une petite principauté de Varsovie qui a existé pendant la période de Napoléon, des guerres napoléoniennes, puis après plus rien, domination russe totale. Il y a eu avant une Pologne, c'est vrai, 18e siècle, mais qui avait été là aussi envahie. Donc là, c'est vraiment une grande aventure pour le peuple polonais qui retrouve un territoire, à la faveur des traités de paix. On remarque une Autriche, donc qui devient un État profondément réduit, de même que autre État réduit car vaincu, c'est le cas de la Hongrie, on l'a vu. Et puis il y a des États agrandis. État agrandi, bien sûr, c'est le cas de la Roumanie, qui récupère énormément de territoire, à la fois du côté bulgare, à la fois du côté hongrois.
Et puis des États, donc, parmi les États réduits, bien sûr, je n'oublie pas le cas de la petite Bulgarie, profondément, d'ailleurs, avec une situation profondément déstabilisatrice. Ainsi donc, voilà la première chose que l'on voit hein, sur cette nouvelle carte. Et donc, je vous constituerai, mais je vous la redonne encore une fois, la liste hein, de ces États de l'Europe centrale. Hein. Ce sont donc l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, ce sont les États baltes, la Pologne, hein, donc État qui est recréé. Au centre de tout cela, évidemment, la Tchécoslovaquie, on vient de le voir, l'Autriche et la Hongrie, État successeur réduit, malheureux, hein, bien sûr, la Roumanie, la Bulgarie, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, future Yougoslavie, l'Albanie, qu'il ne faut pas oublier, et ne les oublions pas, car eux aussi sont considérés comme des États on l'a vu dans les définitions la dernière fois, de l'Europe, en tout cas, si ce n'est centrale, l'Europe orientale. C'est la Biélorussie et l'Ukraine qui ont cru à un moment donné, en effet, avec la révolution bolchevique, pouvoir devenir des États indépendants, mais qui sont réintégrés, si je puis dire, assez violemment dans cette nouvelle forme de l'empire tsariste que sera l'empire soviétique. Hein. Pas d'illusion pour eux, il faudra attendre effectivement là aussi les années 90 pour retrouver les voies d'une certaine forme d'indépendance. Hein. Voilà. Donc voilà pour cette nouvelle carte. Alors, les principaux défis, les principaux problèmes, ça va être pour, bien sûr, les Occidentaux, de faire payer les réparations de guerre aux vaincus. Et donc, je l'ai dit principalement, ces réparations pour le vaincu allemand, qui n'est pas un pays d'Europe centrale, je le rappelle, mais qui évidemment, un peu comme la Russie soviétique, une des composantes majeures hein, de l'Empire, hein, de l'ensemble géopolitique dont on parle. Donc, faire payer ces réparations de guerre va être évidemment le principal objectif. Ça va être l'objectif même d'ailleurs du début hein, de la période des années 20 avec les grandes conférences. On aura l'occasion d'y revenir. Autre aspect pour cette question des réparations, c'est qu'il n'y a que l'Allemagne en fait qui va être condamnée et suivie pendant une dizaine d'années pour payer des réparations. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, on va privilégier le règlement des réparations, une forme de reconstruction économique en fait des alliés de l'Allemagne, hein, pour toujours sous cette peur, menace que la révolution bolchevique s'étende. Ensuite, dernier point, les principaux problèmes hein, qui vont être des traités. Alors, ces principaux problèmes, on les a déjà listés. Le premier d'entre eux, qui est un facteur de déstabilisation, c'est évidemment le révisionnisme anti-traité de paix. Ça, franchement, ne l'oubliez pas. Hein. C'est-à-dire que partout, en Autriche, en Hongrie, notamment en Bulgarie aussi bien sûr, vont se développer des mouvements politiques divers qui vont revendiquer une demande hein, de révision des traités de paix que l'on estime trop sévères ou injustes, révision territoriale. Ces choses-là seront de l'Autriche, en Allemagne bien sûr, vous imaginez bien, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, des facteurs de déstabilisation de la reconstruction des sociétés de ces pays-là. Hein. En Bulgarie, le cas extrême, c'est ce mouvement terroriste, l'ORIM. Hein. Mais ce sera des revendications des partis nationalistes, par exemple en Allemagne. Hein. Dès le début des années 20, ne pas oublier hein, que le premier coup d'État, ou tentative de coup d'État, hein, par les nazis, jeune parti nazi avec un agitateur Hitler hein, qui commence à faire parler de lui, c'est pas les années 30, hein, c'est novembre 1923. Hein. Novembre 1923 à Munich, hein, les nationalistes allemands autour des nazis de Hitler tentent de prendre le pouvoir, hein, ni plus ni moins. Hein. Ce sera un échec, certes, heureusement d'ailleurs, mais donc voilà une des conséquences hein, de ces fameux traités. Ne l'oubliez pas, c'est important. Hein.
Donc, en plus de ce révisionnisme déstabilisateur anti-traité de paix, il y a évidemment les problèmes de minorité. On aura l'occasion d'y revenir, c'est-à-dire les problèmes qui sont nés en fait des traités de paix, c'est-à-dire traités de paix qui vont satisfaire les vieilles minorités de l'Empire, mais qui vont créer de nouvelles minorités, on en parlera. C'est quels sont ces points chauds, ces zones. Ce sera évidemment le nord de la Pologne avec le corridor de Danzig, la question des minorités allemandes en Tchécoslovaquie avec les Sudètes, hein, bien évidemment, et bien sûr, de façon encore plus endémique, si on peut dire, le problème des minorités hongroises en Roumanie notamment, mais également tout autour du petit royaume de Hongrie. Rappelez-vous, il y a presque 10 millions, plus de 10 millions de Hongrois qui se retrouvent en dehors du territoire de l'ancien royaume de Hongrie. Ça aussi, ça va être vraiment un des problèmes majeurs. Et le tout sur fond, bien sûr, sur fond de déstabilisation et de profonde pression que la révolution bolchevique va faire peser sur l'ensemble de ces années 20. Donc 5 points, principalement, je le redis ici pour cette dernière partie, sur les problèmes qui naissent des traités de paix et qui vont faire que, vous l'avez bien compris, la question globale des minorités mérite pour l'Europe centrale, un cours sur l'Europe centrale, je pense, toute une séance que nous aurons ensemble la prochaine fois. Donc ces cinq problèmes, donc le cas des minorités hongroises, premier, le cas des minorités allemandes, je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment Danzig et la question de la minorité des Sudètes, le cas évidemment des frontières de la Pologne vis-à-vis de l'Allemagne, ça nous renvoie aussi encore une fois à la question du corridor polonais, mais pas uniquement. Le cas de la stabilité dans les Balkans, notamment en question numéro 1, la Macédoine bulgare et les problèmes de terrorisme qui commencent à naître à ce moment-là. N'oubliez pas tous les attentats qui vont avoir lieu dans les années 20 et 30 en Yougoslavie, dans la région. C'est vraiment un problème et ça naît vraiment de ces fameux traités. Et puis, cinquième point, un peu le corollaire des autres d'ailleurs, qui est le cas de l'Autriche. Une Autriche qui va lentement se reconstruire, mais qui de plus en plus sera minée par des questions nationalistes et des questions de fond de la société autrichienne, en tout cas d'une partie de l'opinion publique, qui, bien sûr, rongée par les problèmes économiques et les problèmes nationalistes, va n'avoir de cesse que de réclamer son rattachement à l'Allemagne. Comme vous le savez, Hitler, pour lui, ce sera assez facile de jouer sur ces 5 leviers-là, et surtout d'abord sur les fameux leviers qui concernent bien sûr la question allemande et les problèmes liés au traité de Versailles. Voilà ce tour d'horizon sur les traités de paix. Vous avez donc bien compris, j'insiste bien sur ça, en conclusion, sur le fait que ces traités n'étaient pas nécessairement mal faits. Souvent dans l'historiographie de la question, vous retrouverez des analyses particulièrement sévères, disant que ces traités c'était n'importe quoi, que notamment le comité d'études, je n'en ai pas parlé parce qu'on n'avait pas le temps, chargé, composé de géographes, d'historiens, de spécialistes divers chargés, ce comité d'études, de conseiller évidemment les diplomates en charge de rédiger les traités de paix, ce comité d'études qui donc avait pour fonction de tracer les nouvelles frontières, de suggérer les nouvelles frontières, l'a fait au plus juste de ce qu'il pouvait faire. Ça n'était pas du tout n'importe quoi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque les textes mêmes des traités, je l'ai vu avec vous, prévoyaient effectivement les problèmes. Le fait est, ce que l'on peut reprocher, bien sûr, à tout ce que l'on a pu évoquer jusqu'à présent, ça va être la gestion de ces fameux problèmes, et notamment du problème des minorités. C'est pour ça que la prochaine séance sera consacrée à cette question des minorités. Je vous remercie
d'avoir suivi ce cours sur les traités de paix. J'espère que cela vous aura éclairé sur la façon dont on passe de ce monde, ce vieux monde des empires, à une Europe centrale, à une première forme de l'Europe centrale moderne, et des problèmes qu'elle va affronter. Vous pouvez donc mettre un petit pouce en likant cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous le verrez, je vous enverrai quelques liens d'autres petits topos que j'avais fait sur cette question du début des années 20, notamment le cas du traité de Trianon et de ce qui va se passer en Hongrie en 1919. Je pense que ce ne sera pas inutile si vous les consultez également. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis donc à très bientôt. Portez-vous bien.